On va attendre 2 petites minutes, encore un petit peu, le temps que les gens arrivent. Et puis on va commencer. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Marcel, Captronic, association loi 1901 qui existe depuis 30 ans. Notre objectif, c'est d'aider les PME, PMI et start-up à mettre des systèmes intégrés, de la data et de la sécurisation dans leurs données, dans leurs process et produits. Donc nous, on n'a rien à vendre, on est une association. Voilà. Et avec moi pour cette table ronde, Christian Chez et Guilain, je ne vais pas y arriver, de Pierrefeu. Je vais leur demander de se présenter rapidement, hein, puis un peu ce qu'ils font, puis après on va s'interroger sur cette thématique-là. Bonjour à tous, donc Christian Chéa, je suis Practice Leader et Manager Data chez ExpertTime, un pure player Microsoft qui est spécialisé dans tout ce qui est conseil et expertise, dans tout ce qui est solutions applicatives, data, cloud et IA. Et bonjour à tous, du coup Guilain de Pierrefeu. Je suis partenaire chez Wavestone. Donc Wavestone, c'est une société de conseil. On accompagne les entreprises et organisations dans leur transformation, évidemment avec un fort volet de transformation digitale. Moi, je m'occupe dans ces équipes de toutes les activités autour de l'intelligence artificielle et de la valorisation de la donnée, avec la particularité de traiter à la fois les sujets de valorisation, donc les sujets sexy, de data science, etc., et à la fois les sujets réputés pénibles de gouvernance et de qualité de la donnée, qu'on va essayer de rendre moins pénibles aujourd'hui. Ok, on va d'abord attaquer. Donc, effectivement, on parle beaucoup d'industrie 4.0. Digitalisation, c'est le mot à la mode aussi des entreprises, comme s'il n'y avait pas eu déjà de numérisation jusqu'à présent. Hein. Bon, alors on parle de plus de digitalisation, ça c'est sûr. Mais la première question qui va se poser, c'est la notion de données, d'information et de qualité d'information. Voilà. Alors, Guilain. On va y arriver. Oui, alors peut-être avant de commencer, effectivement, on peut repartir de quelques définitions. Personne ne sait ce que c'est qu'une donnée, et tout le monde se méprend. Une donnée, c'est juste une succession de bits, on va dire. Donc, c'est une information souvent numérique, et, parfois pas, mais qui n'apporte rien. Une information, c'est une donnée auquel on peut donner un sens, et c'est celle qu'on va utiliser pour prendre des décisions, si elle est bien représentée, si elle est bien expliquée, et c'est plutôt ça dont on va parler finalement, parce que la donnée brute, la case du fichier Excel,
ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, le sens du fichier Excel, de ses colonnes et de ses lignes, et l'information qu'on est capable de tirer sur une ligne ou une colonne, là, c'est quelque chose qui est intéressant et qui va pouvoir être valorisé par un data scientist ou plus simplement quelqu'un qui sait juste lire un fichier Excel. Voilà. Petit commentaire supplémentaire? Effectivement, bon, après, je confirme ce que dit Guilain, pardon. C'est pas si compliqué quand même. Non, mais après, c'est sûr qu'avec plusieurs versions. Bon, c'est vrai que sur ce qu'a dit Guilain, c'est vraiment très important l'information qu'il y a derrière. En l'occurrence, sur un exemple et un retour d'expérience que je vais vous citer tout à l'heure, si derrière on ne traite pas correctement l'information, il risque d'y avoir des répercussions et des impacts sur le business. Un petit complément aussi sur la notion d'information. La notion d'information, elle est dans un contexte donné. Donc, si on prend la même information qu'on la met dans un autre contexte, les décisions seront différentes. Donc, il y a la donnée, il y a la data brute, il y a l'information, il y a le contexte. Et ça, je pense qu'il faut le répéter à chaque fois parce qu'on l'oublie trop souvent. Alors, on va commencer un petit peu, question simple, comment il faudrait s'y prendre pour une entreprise pour attaquer cette nouvelle étape de digitalisation pour éviter de se noyer ou de ne pas y arriver. Parce que je prends l'exemple, on a parlé beaucoup d'ERP avec SAP en disant c'est magnifique, sauf que pour mettre un ERP en place, il faut quand même pratiquement 8 à 10 mois de préparation ou de mise en place. Alors, c'est le sujet presque le plus important et le plus compliqué. On pourrait en parler, je pense, tous les trois des heures et des heures. Donc, on va essayer de faire court pour ouvrir le sujet. En fait, on est dans la suite de la transformation digitale. Qu'est-ce qui s'est passé dans la transformation digitale dans la plupart des entreprises? C'est qu'on a séparé le monde des métiers traditionnels, qui faisaient leur métier et essayaient de le faire de mieux en mieux, et le monde des innovateurs, des disrupteurs, parfois, certains disent, donc des équipes du digital qui, elles, finalement, apportaient plein d'idées, plein d'innovations, sans jamais être capables de les industrialiser. Donc évidemment, ça a changé. Il y a quelques entreprises qui commencent à avoir vraiment réussi à marier cette dimension métier, use case, pourquoi on le fait, quel est le sens de cette transformation, et la technologie qui sous-tend tous ces trucs-là. Donc c'était vrai dans le digital, mais ça l'est encore plus dans la data, parce que la data, c'est un truc abscon. Personne ne sait bien ce que c'est, et en tout cas, la plupart des comex comprennent mal ce que ça peut vouloir dire. Alors donc pour se débarrasser du sujet, il s'auto-déclare data-driven. Donc on met dans la stratégie d'entreprise qu'on va être data-driven ou data-centrique, ça dépend. Il nomme un chief data officer et puis voilà, le tour est joué. On est data-driven. Donc évidemment, c'est largement insuffisant. Je peux juste prendre un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Une grande entreprise avec beaucoup d'opérateurs terrain qui font des opérations de maintenance, d'exploitation, de correction, etc., dans lequel la data est absolument désastreuse. C'est-à-dire on se rend compte en regardant ce qui est remonté par tous les outils utilisés par ces opérateurs qu'on a une data qui est absolument inutilisable. Donc le premier réflexe de tout le monde, du CDO et du COMEX, c'est de dire il faut absolument les éduquer et les acculturer pour leur dire que c'est vachement important la donnée. Donc on se dit ok, super, on va regarder, mais en fait, en regardant et en faisant des immersions très profondes avec ces opérateurs, on se rend compte que ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question d'éducation, ce n'est pas très compliqué. Ils comprennent pourquoi la data, ça aurait du sens qu'elle soit bien. Mais c'est tout le système de management qui est à remettre en question, parce qu'en fait, leur manager leur interdit quelque part de prendre le temps nécessaire à saisir des données correctes. Parce qu'il faut faire un maximum d'interventions dans une journée, et on n'a pas de temps pour saisir des données correctes. Parce que aussi, on a signé des contrats avec beaucoup de sous-traitants, et pour que le contrat soit moins cher, on a fait en sorte d'avoir moins d'exigences, et notamment les exigences sur la data, parce qu'on ne comprend pas bien, on les a supprimées. Et du coup, le fait d'acculturer, d'éduquer les opérateurs terrain n'a aucun impact. Par contre, ce qui aurait de l'impact, c'est le fait de revoir la stratégie achat, en étant capable de payer un peu plus les sous-traitants pour qu'ils aient le temps de faire ça et que ce soit un devoir et qu'ils aient des SLA là-dessus, et en laissant un peu plus de temps à chaque opérateur terrain, en se disant, tant pis, on perd un peu en opération court terme, mais la data qui est remontée va nous permettre demain de faire des opérations beaucoup plus ciblées, de faire du préventif, de faire du préventif et de l'amélioration du nombre d'interventions nécessaires. Et donc, c'est ça, data-driven. Et donc, ça veut dire que c'est un engagement et, quelque part, un investissement de l'entreprise. Et ce n'est pas juste de nommer un CDO, de se déclarer data-driven et de faire de l'acculturation. Et souvent, aujourd'hui, c'est encore perçu comme ça parce que, fondamentalement, ceux qui ne comprennent pas
j'allais dire, c'est le top management et c'est les échelons intermédiaires du management parce que ce n'est pas la culture d'entreprise. Et donc, pour que ça devienne la culture d'entreprise, il faut un engagement et il faut un investissement. Voilà. Donc, comment prendre le sujet, surtout pas par la techno, mais par le management, par la compréhension de ce que ça implique et par des use cases très concrets, très précis qui vont parler à tout le monde, sur lesquels on saura de quelle finalité on parle. Bon, moi, je vais vous citer un exemple simple. Donc, on avait ce cas précis chez un acteur principal dans le commerce de détail de produits culturels. Donc derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment dû impliquer pas mal l'ensemble des équipes métiers, la direction à la fois marketing et supply chain. Sur cette implication-là, effectivement, le fait de mettre un chief officer data, c'était pas forcément suffisant. Il fallait aussi bien maîtriser et comprendre l'information qu'on pouvait en tirer derrière de ces datas. Et le but, c'était d'accélérer en termes de service client sur tout ce qui est mise à disposition des livres. Donc chez cet acteur-là, il y avait environ 50 000 commandes par jour. Donc dans le secteur du livre, vous savez très bien qu'il y a plusieurs intermédiaires, plusieurs acteurs, comme les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs. Toute cette phase-là prend un peu de temps, notamment lorsque un client commande, derrière, nous, en tant que détaillant, on doit aller derrière faire la commande auprès des distributeurs. Ça prend déjà 48 heures. Nous, ce qu'on a fait par la suite, donc, c'est mettre en place une imprimante de livres. Donc, ça a permis de réduire les coûts. Malheureusement, sur cette partie-là, on n'a pas pu le mettre en place rapidement puisqu'il fallait bien maîtriser la donnée en amont, notamment sur tout ce qui est référentiel. C'est un acteur qui était présent physiquement dans les magasins et au niveau e-commerce également. Donc plusieurs référentiels derrière avec des partenaires qui nous sollicitaient sur tout ce qui était impression également. Donc l'importance derrière de la donnée, de la maîtriser pour en tirer une bonne information, c'était déjà d'avoir un référentiel partagé et on va dire commune à tous ces acteurs. Ensuite, avec ces informations-là, on avait mis un peu d'intelligence artificielle en essayant d'anticiper au mieux les ventes. Notamment tout ce qui est vente, commande et aussi prédiction sur la partie les livres qui sortent par rapport aux différents livres qui sont sortis précédemment, combien on pourra en imprimer pour être sûr de satisfaire au plus vite le client. Il y a aussi tout ce qui est trafic, donc on va analyser le comportement du client sur le site web, on va voir ses visites, qu'est-ce qu'il a pour habitude d'acheter, et derrière, qu'est-ce qui pourrait le pousser à acheter tel ou tel livre. Et donc, on va analyser vraiment tout ce comportement pour pouvoir anticiper au mieux toute la partie impression pour que le client soit, avant même qu'il commande, qu'il ait déjà le livre chez lui. Et du coup, je rebondis sur la notion de qualité. Comment tu perçois la qualité de la data, enfin de l'information du coup, et de la data en particulier. Comment tu la garantis ou comment tu la mesures? Au niveau de la qualité, comment on garantit la qualité? Déjà, bon, après, au niveau du système d'information qu'on avait, on n'était pas forcément sur les dernières technologies. Ensuite, pour pouvoir bien maîtriser l'information, nous, on a vraiment appliqué, bon, à la fois, comme je l'ai indiqué, la direction, les différentes directions métiers qui, eux, pouvaient nous dire ce qu'ils souhaitaient dans leur finalité. Donc à partir de là, on a fait vraiment intervenir des product owners de toutes les applications qui allaient intervenir sur ce projet-là, notamment toute la direction commerce qui gérait le référentiel de tous ces produits. Donc il y avait plusieurs référentiels, à la fois référentiel pour les magasins, un référentiel pour le site web et un référentiel commun avec les différents partenaires. Donc tout ça, il fallait qu'on se mette autour d'une table, qu'on essaye de sortir des échantillons de données et qu'on essaye d'analyser ensemble pour qu'on ait un référentiel unique, pour qu'au niveau de l'impression, il n'y ait pas d'erreur.
si je peux juste compléter sur cette question de la qualité, tu l'as dit, il y a la question de la finalité. En fait, personne ne sait ce que c'est que la qualité d'une donnée. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une donnée de qualité. Et quand je vois des pauvres data stewards dans l'entreprise dont le métier est de mettre en qualité les données sans avoir plus d'informations, bah, ils sont bien démunis. Donc, on sait le faire quand c'est des sujets réglementaires. Donc, il y a plein de secteurs où il y a des réglementations très fortes. Donc, la GDPR en fait partie. Il y a BCBS 239 dans les banques. Il y a des réglementations industrielles à respecter. Donc là, on sait le faire parce qu'on coche les cases, on vérifie que la donnée respecte bien les codes. Pour tout le reste, et notamment les cas d'usage que tu évoques, en fait, c'est la finalité qui va indiquer de quelle qualité on a besoin. Donc là, l'exemple donné est très intéressant parce qu'ils avaient une finalité précise. Ils voulaient améliorer la satisfaction client et le time to deliver. Et du coup, ils savaient ce qu'ils voulaient atteindre. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Une fois qu'on sait ça, on sait sur quelles données référentielles on doit travailler et on sait quel niveau de finesse, quel niveau de précision, quel doublon on peut accepter, quel trou on peut accepter dans la raquette, parce qu'on sait ce qu'on veut faire. Et très souvent, on oublie de se poser cette question. La data quality, c'est avant tout une question de finalité. Et moi, j'ai pas mal de clients qui se fourvoient sur ces sujets-là. Donc un grand client pétrolier qui fait plein de services divers et variés avait en tête de se dire il faut absolument, une donnée de qualité serait une donnée connaissance client 360 où je connais tout ce qu'a pu acheter un client chez moi. C'est vrai, dans l'esprit, c'est intéressant, tout le monde voudrait avoir ça. Sauf qu'en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'entre les différentes BU, il n'y avait quasiment pas de cross-selling possible. Il n'y avait quasiment pas, finalement, de courte échelle que pouvait faire une BU à l'autre BU. Il n'y avait quasiment pas d'intérêt, finalement, à connaître le client de la même façon pour toutes les BU. Pardon, je parle à côté du micro, ça marche moins bien. Et du coup, finalement, en creusant un peu, on s'est rendu compte que le vrai sujet de la data quality pour eux, c'était pas tellement ça, c'était pas tellement de savoir tout ce qu'avait consommé le client chez toutes les BU de l'entreprise, mais c'était plutôt de savoir pour chaque BU quel avait été son parcours sur les sites, quel avait été son parcours physique dans les magasins et dans les contacts qu'il avait eu avec les entreprises, mais j'allais dire par vertical. Et sur ces sujets-là, on a identifié quelques axes d'amélioration des données qui n'étaient pas du tout liés au fait d'avoir un référentiel client unique, mais qui étaient beaucoup plus liés au fait d'avoir une donnée saisie à la source dans les opérations terrain, une reconnaissance des clients dans toutes les actions et les interactions qu'ils ont avec l'entreprise, un rassemblement des données physiques et des données digitales. Et ça avait beaucoup de valeur pour chaque BU individuellement. La partie désilotage, qui est un autre mythe bien présent dans le monde de la donnée, il faut absolument désiloter, il faut être data-centrique, etc. Ben là, ça n'était pas le sujet. Voilà. Donc, il fallait traiter autre chose parce que les cas d'usage n'étaient pas ceux-là. Donc, c'est vraiment important de se reposer la question de la finalité systématiquement. C'est d'autant plus vrai que si on est sur des entreprises avec des process industriels, hein, parce que là, on voit bien que la plupart du temps, on a des données. Vous avez tous des indicateurs, des dashboards. J'aimerais bien savoir s'il y a des industriels dans la salle, sur le dashboard complet, combien de pourcentage est utilisé et savoir à quoi ça correspond. On a énormément de données qui sont générées avec des statistiques, etc. Mais la finalité, finalement, a été souvent oubliée ou très vite passée. Et du coup, après, on tombe sur une question qui est toujours la notion d'IoT data, de big data. Comment vous, pareil, hein, on parle de techno, on parle de segmentation, de type de données. Comment vous le voyez? Est-ce que ça reste pour vous toujours une technologie comme une autre En fait, IoT et data / intelligence artificielle, pour moi, c'est complémentaire et ça le devient de plus en plus. Historiquement, dans la plupart des entreprises, ça s'est créé dans des mondes différents. J'allais dire, l'IoT a plutôt été incubé dans les fonctions historiques autour des télécoms et des savoir-faire de ce type-là, et parce qu'il y a des capteurs, parce qu'il y a des télécoms quand même, parce qu'il faut partager de la donnée à distance. Et puis la data et l'intelligence artificielle se sont plus développées, j'allais dire, autour des directions digitales ou des directions informatiques, parce que c'est eux qui comprenaient ce qu'était une data. Donc on a deux équipes qui se sont créées un peu à côté. C'est pas forcément un mal, hein, parce qu'il y a quand même des sujets très différents, très complémentaires, des acteurs très différents, très complémentaires. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et notamment dans le monde industriel, c'est un rapprochement de ces deux mondes-là, pour une raison simple, c'est qu'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle embarquée dans les capteurs, parce qu'on a de plus en plus besoin de calculer et de faire les inférences des modèles algorithmiques localement pour être suffisamment réactif d'une part, et pour ne pas faire circuler de la donnée confidentielle d'autre part. Et donc on a de plus en plus de caméras qui embarquent elles-mêmes des logiciels d'intelligence artificielle et qui vous fournissent que les résultats sans dévoiler forcément tout ce qu'elles ont vu. Et puis par ailleurs, qui sont capables de faire de l'afférence temps réel localement
Là où avant, avec le big data, on était obligé d'aller remonter toute la donnée dans un gros data center on-premise ou dans le cloud, et ça pouvait prendre, même si aujourd'hui il y a quand même des trucs très rapides, ça pouvait prendre un peu plus de temps, voire un peu trop de temps pour certains cas d'usage. Et donc de plus en plus, on voit se marier les technologies IA embarquées notamment et les technologies IoT. Donc j'allais dire de façon assez naturelle chez nos clients, les équipes data, IA et IoT sont en train de se rapprocher fortement, voilà, les uns alimentant les autres. Effectivement, je confirme vraiment le point de Guilain sur cette partie-là, parce que nous, sur la partie IoT et Big Data, c'était vraiment très complémentaire, notamment sur la partie pricing. Donc derrière, ce qui s'est passé, c'est que pour éviter que l'équipe commerce passe du temps à essayer de définir des prix, nous, on a réussi à mettre en place via vraiment un ensemble, un dictionnaire de données, vraiment une grosse masse de données, toutes les informations qui sont liées au prix, au prix concurrent, les prix qu'on applique, le stock, les marges qu'on se fait, puis les ventes derrière. Parce qu'il y a l'élasticité derrière. Si on réduit les marges, on ne vend pas forcément plus. Donc il y a toute cette partie-là qu'il faut ajuster. L'information qu'on a derrière via le pricing nous permet d'ajuster au mieux les prix pour éviter que les chefs de produits se passent un temps énorme sur la définition des prix. Ensuite, ces prix-là, côté IoT, c'est complémentaire. Pourquoi ? Parce que ces prix-là sont ensuite déversés vers les étiquettes électroniques. Donc, il n'y a plus du tout d'étiquetage à faire. Tout se perd de temps, de prix qu'on édite, quand on a des erreurs de prix, pour éviter de devoir constamment changer ces prix-là. Donc, avec un étiquetage électronique connecté à notre base de données, nous permet vraiment de définir assez vite les changements de prix pour qu'on ait le prix commun à tous nos magasins et au site web. Sur l'aspect métier, parce qu'on a effectivement abordé en première conférence, mais c'est pareil ici, la notion de métier qui est importante. Et je pense qu'il faut quand même la garder comme pilier, parce que quand on parle de data qualité, moi je dirais plutôt finalité métier. On est entièrement d'accord là-dessus. Comment intégrer le métier pour construire les informations et construire la donnée, justement ? En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que en fait, le métier voudrait que la data soit naturellement parfaite pour que le Chief Data Officer ou les équipes du Data Lab, de la Data Factory, de tout ce que vous voulez, soient capables de lui montrer que la techno peut changer sa vie. Donc il est vachement dans une logique un peu client-fournisseur, en disant faites-moi rêver avec votre technique, et si vous me faites rêver, alors peut-être j'engagerai une transformation dans la façon de gérer mes process, parce que je verrai que ça a de la valeur. C'est rarement le cas. Donc souvent, en fait, c'est vraiment une logique d'engagement du métier qui se dit, j'ai compris qu'il y avait de la valeur, et je pense que la plupart des métiers aujourd'hui sont conscients, notamment dans le monde industriel, que si on a une plus belle data et si on est capable de la valoriser, on va changer beaucoup de choses de façon assez forte. Ce n'est pas juste un gadget, c'est vraiment un axe de transformation lourd. Et donc, commence à avoir vraiment, la croyance, la foi, que ça va fonctionner, que ça va apporter quelque chose. Une fois qu'on a atteint ce niveau d'engagement, alors il faut convaincre le métier que engagement veut dire engagement et veut dire souvent un peu investissement. Et donc en fonction de ce qu'il cherche à atteindre, on va lui dire voilà, il y a sans doute un travail à faire, on va travailler ensemble, mais il y a sans doute un travail à faire dès la source sur le fait d'avoir des données qui soient suffisamment complètes. Et ça, peut-être qu'il va falloir changer des gestes métiers chez les opérateurs, chez les sales. Je parlais tout à l'heure d'opération terrain, mais dans la vente, c'est pareil. Souvent, les commerciaux, ce n'est pas leur métier de saisir des données dans Salesforce. Ça devient un peu un passage obligé, mais en tout cas, ce n'est jamais un critère d'évaluation dans les entretiens annuels. Le critère d'évaluation, c'est le chiffre d'affaires et c'est combien d'opérations on a fait, éventuellement combien de rendez-vous commerciaux on a fait, etc. Jamais il y a cette question de la qualité de la donnée. Donc, si le directeur commercial veut faire une transformation data-driven, ça veut dire qu'il va devoir accepter, il va devoir pousser ses commerciaux et potentiellement les évaluer aussi sur cette capacité à fournir de la donnée de qualité, parce que c'est ça qui va leur permettre d'être plus performants demain. Donc, voilà, une fois qu'il y a cet acte de foi, j'allais dire, d'un patron, il faut lui dire que, OK, engagement veut dire souvent investissement,
Il y a quelques quick wins qu'on peut faire rapidement avec la donnée déjà disponible, et ce sera déjà beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui sont des sujets de fond, qui vont nécessiter des transformations plus lourdes. On parlait tout à l'heure des référentiels de données. Souvent, on va se rendre compte que si on veut vraiment valoriser la donnée, il va falloir créer ou travailler en tout cas sur des référentiels, que ce soit des référentiels produits, des référentiels clients, des référentiels tiers, etc., ou fournisseurs. Et donc ça a l'air de rien, ça a l'air simple pour certains dirigeants métiers, mais travailler sur un référentiel de données à l'échelle d'une grande entreprise ou d'une moyenne entreprise, c'est très très lourd, très compliqué, et ça prend du temps, donc c'est un vrai investissement. Et donc cet investissement, il ne le fera pas s'il ne sait pas quelle finalité il cherche derrière et quelle valeur il va aller chercher derrière. Donc il faut au début avoir ça. Et le modèle qu'on a beaucoup vu chez nos clients, qui est « faites-moi rêver avec votre techno », donc faites-moi un POC qui prouvera que ça vaut quelque chose. On est capable de faire des POC à peu près avec n'importe quoi et de faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe quelle donnée. C'est pas ça la façon dont on doit fonctionner. Ça l'a été parce qu'il fallait montrer des choses. Ça l'est plus aujourd'hui. Et maintenant, c'est vraiment une logique de partenariat donnant-donnant et pas de logique client-fournisseur entre les équipes qui font et les équipes qui ont besoin. Voilà. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter puisque Guilain a vraiment bien décrit la chose. C'est vrai que l'importance d'impliquer les équipes métiers est vraiment primordiale, sachant que c'est eux qui vont être la finalité principale consommateur. Si on ne les implique pas dès le départ, ils savent très bien que c'est un investissement, ça peut prendre du temps, énormément de temps, mais sauf que si on leur explique précisément que la perte de temps qu'ils vont avoir lors de la mise en place de toute cette solution, ils l'auront derrière sur leur activité, ils pourront se concentrer sur leur business même. Il y a quand même un historique au niveau des gens sur le terrain. Tu parlais des opérateurs tout à l'heure. C'est que les données qui étaient récupérées étaient plus des données de contrôle plutôt que des données métiers utiles pour le business. Donc là, il y a aussi une transformation à faire et à expliquer, mais c'est de toute la chaîne de management. Oui, alors c'est vrai que moi je parlais plutôt d'embarquer le top management, celui qui va financer cette transformation data-driven, quelle que soit la direction, etc. Évidemment, un enjeu très fort est d'embarquer dès le début les équipes opérationnelles, celles qui vont devoir changer leur geste métier, soit pour produire de la donnée plus qualitative, soit pour pouvoir utiliser les algorithmes, entre guillemets, en tout cas les outils qui leur seront mis à la disposition grâce à cette donnée. Quoi qu'il arrive, une transformation data-driven, ça veut dire un changement dans les gestes métiers. Donc ça, il faut être très lucide là-dessus. Tous ceux qui disent qu'ils ont fait de l'IA partout et qui sont passés à l'échelle partout et qui n'ont pas changé, qui n'ont pas fait une formation pour leurs collaborateurs sur le terrain, dans les agences bancaires ou autres, ils mentent. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transformation. Donc dès lors qu'on a compris ça, qu'une transformation data-driven, une transformation IA, on l'appelle comme on veut, elle implique un changement dans les gestes métiers, ça veut dire qu'il faut le travailler très concrètement avec le terrain. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la grosse entreprise industrielle, clairement, personne au siège n'était conscient du fait que si les opérateurs ne saisissaient pas la donnée, c'est parce que les contrats avec les sous-traitants étaient mal gérés et c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps et que leur management leur interdisait de perdre du temps à saisir de la donnée. Personne au siège n'avait compris ça. Si on n'a pas compris ça, donc si on n'a pas travaillé avec les opérateurs terrain dès le début, on ne comprend rien, on passe à côté du sujet et on propose des solutions qui ne sont pas les bonnes. Donc il y a un vrai sujet d'embarquer qui sera par ailleurs un gage de réussite dans la transformation après. C'est-à-dire qu'un opérateur terrain, un commercial qui a été embarqué dans une stratégie de transformation de ce type-là, il va avoir compris pourquoi on le fait, il va avoir potentiellement envie d'y aller, il va être potentiellement ambassadeur du truc, parce que quand même, globalement, tout ce dont on parle, c'est quand même des choses qui, à la fin, vont faciliter leurs tâches et vont leur enlever des tâches pénibles. Donc, tout le monde n'est pas prêt à ça, il ne faut pas se mentir, mais la plupart en ont envie si on les forme, si on les accompagne et si on les implique. Voilà. Donc il y a un vrai sujet de vraie conduite du changement. Ce n'est pas de dire nous on sait ce qu'il faut faire et on va vous expliquer et vous former, c'est de dire dites-nous, construisez avec nous ce qu'il faut faire. Pas de remarque? Oui, non, mais c'est vrai que les équipes opérationnelles sont assez enthousiastes au départ, mais sauf qu'ils ne savent pas vraiment comment ils vont pouvoir récupérer ces informations-là. C'est vrai que la méthodologie qu'on a mis en place pour les impliquer dès le départ, c'est vraiment des sprints, de faire vraiment des diffusions d'informations, tout ce qui est référentiel, les mettre vraiment
au fait et de voir vraiment des résultats petit à petit sans forcément attendre la fin du gros projet pour qu'ils puissent avoir un conduit de changement, on va dire, massif. Donc, on le faisait petit à petit pour qu'ils puissent prendre connaissance de l'importance de mettre en place un projet aussi transverse. Alors moi, je vais aborder un autre sujet, c'est celui du modèle, parce qu'on gère on va prendre un process industriel. Vous avez un process sur lequel vous prenez des données. On vous fait remonter des données en vous disant qu'il y a une dérive. Mais si vous n'avez pas de modèle, comment vous faites pour interpréter cette dérive et corriger la dérive? Alors, je suis pas sûr, on parle du modèle de données ou on parle du modèle du process, ouais. En fait, la data ne peut pas tout. Donc, un data scientist, vous le mettez en face d'un dataset, il va faire à peu près n'importe quoi, il va comprendre ce qu'il veut bien comprendre. Et un data scientist ou un data steward, quelqu'un qui manipule cette donnée, il a besoin clairement du métier et des experts processus du métier pour comprendre. Est-ce qu'il comprend bien? Est-ce que la donnée est parlante? Et parfois, est-ce que juste elle décrit quelque chose de réel? Ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Hein. De temps en temps, nous, on est arrivé à des vraies mauvaises conclusions parce qu'on avait vu un truc, et c'est juste qu'il manquait un dataset important dans la façon d'élaborer un modèle, et du coup, le modèle était faux, quoi. Donc, si on n'avait pas eu ces discussions avec un expert métier pour savoir est-ce qu'on est dans le vrai, est-ce qu'on est dans le faux, est-ce que ça s'explique, est-ce que ça ne s'explique pas, on peut se planter assez fortement. Donc, il y a un vrai enjeu, effectivement, à se poser très régulièrement, parler de design thinking, de construction, de co-construction avec l'ensemble des acteurs. C'est très vrai sur tous ces sujets data, où il fait systématiquement interagir, parce que ça permet de détecter des erreurs ou des incompréhensions, et parce que ça permet aussi parfois d'avoir des idées. Hein, on a travaillé avec un industriel du froid qui avait plein de données qui remontaient de capteurs sur des installations frigorifiques, qui avaient énormément de données. Et en fait, le premier sujet qui lui venait en tête, et le cas d'usage naturel, c'était de faire de la prévention précoce de fuite, parce que c'est un sujet évidemment important, surtout sur les fluides frigorigènes, où il y a des pénalités assez fortes si on a des fuites. Et du coup, le sujet, c'était celui-là. Donc évidemment, c'est un cas d'usage utile, ce qui a fait ses preuves, etc. Mais on s'est rendu compte aussi, c'est un élément marrant, mais que grâce à cette donnée, finalement, on était capable d'évaluer la vertu d'un frigoriste. Alors, le frigoriste, c'est le monde du frigo, j'ignorais avant de voir ça. C'est un monde très vaste, peut-être certains d'entre vous connaissent, avec énormément d'acteurs. Et c'est un peu comme les plombiers. Il y a les bons plombiers et les mauvais plombiers. Il y a les bons frigoristes et les mauvais frigoristes. Et il y a ceux qui ne viennent pas réparer la fuite, mais qui rechargent juste avec du fluide, parce que comme ça, ils referont une intervention plus tard et ça leur fera plus de chiffre d'affaires. Et puis ceux qui réparent vraiment la fuite. Et en fait, juste avec cette donnée, avec les séries temporelles qu'on avait, on était capable de détecter et de mettre une note, donc de scorer le frigoriste. Et ça, il s'est trouvé que c'était un cas d'usage auquel personne n'avait pensé, ni nous, data scientists, ni les équipes clients, et qu'en fait, il s'est avéré que c'était le cas d'usage, j'allais dire la killer app pour notre client, parce qu'il était capable de revendre ça à ses clients finaux et de leur dire on est capable de vous faire un scoring de vos fournisseurs. Voilà. Donc c'est très bête, mais si on n'avait pas fait ces réunions où on partageait de l'information, là on a dit là il y a un truc bizarre parce que la courbe elle descend, elle remonte d'un coup et puis elle redescend. Et il a dit bah ouais là c'est juste qu'ils n'ont pas rempli enfin ils n'ont pas réparé la fuite. Et ça nous a permis de penser à ce cas d'usage, on n'y aurait pas pensé du tout sinon. Donc oui, il faut vraiment un contact fort entre les gens du métier, les gens du process, parce qu'on reste quand même sur la vraie vie. Hein. Tous les outils data sont que des aides, et du coup, c'est très important. Oui, bon, je rejoins Guilain à ce niveau-là. C'est pour ça que dès le départ, j'avais indiqué vraiment qu'il faut vraiment un investissement assez fort de tous les opérationnels et aussi des data science et les différents chefs de projet techniques. Donc ça, je pense que c'est important, hein, c'est de montrer qu'on ne peut pas faire soit que du data scientist, hein, soit que du métier, et que là, il va falloir travailler ensemble. Ça va devenir compliqué parce qu'il y a des fois, souvent dans les entreprises, on ne maîtrise pas tout, hein, on ne le maîtrise pas de façon empirique, et c'est aussi le transfert qui est compliqué. Je vais voir s'il y a des questions dans la salle, parce que comme ça nous laissera le temps d'y répondre, sinon ça va être pris par le temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, je continue avec des questions.
Moi, j'ai une question qui m'importe beaucoup, c'est-à-dire qu'on parle on va prendre le cas de l'IA, hein, et je ne citerai pas, mais j'ai une entreprise qui a utilisé l'IA pour retrouver un problème sur son process, sur un paramètre du process. Elle a résolu son problème comme ça, mais du coup, elle a perdu la compétence de son process. Et ben, du coup, au niveau capitalistique de l'entreprise, l'aspect capitalistique de l'entreprise baisse parce qu'il ne maîtrise pas le process. Et comment on peut s'arranger ou faire en sorte qu'il y ait un transfert et vraiment que ce passage permette à l'entreprise de rester à niveau en termes de connaissance de son métier? En fait, pour moi, c'est la propriété intellectuelle, mais encore plus la compétence de ce qu'on est en train de faire, doit rester dans l'entreprise. C'est vraiment un point clé. J'entends beaucoup de clients me dire « mon métier, c'est de produire, c'est pas de faire du soft et encore moins de l'intelligence artificielle. Donc, je vais acheter des solutions sur le marché. » Donc, il y a toutes les startups de la place qui courent, les GAFA et tout le monde qui propose des solutions clés en main. Pour certains, c'est vachement intéressant, il faut y aller, c'est un accélérateur incontestable, etc. Dans d'autres cas, il faut vraiment se poser la question à deux fois parce qu'on est en train de toucher effectivement à des cœurs de processus qu'on ne peut pas se permettre d'externaliser sous peine de soit devenir captif, donc vendor loqué comme on dit, soit pire, de mettre dans la place un intermédiaire qui va vous piquer vos données. Je prends toujours l'exemple, je ne sais pas s'il y a des personnes de Renault dans la salle, mais je serais ravi d'en discuter dans ce cas-là, mais, du partenariat Renault-Nissan avec Google, qui est un partenariat stratégique, j'allais dire le plus gros constructeur automobile mondial, si on ajoute Mitsubishi, je ne sais pas si c'est encore vrai, avec Google, le plus gros acteur du digital, on va créer un truc incroyable et ça va créer énormément de valeur. Et donc, ils ont dit, nous, on sait bien construire des voitures, on sait bien gérer l'après-vente, alors certains pourront en débattre, peu importe, on sait bien faire du design, on sait faire plein de choses qui nous différencient aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est le premier sur la bagnole. Par contre, on ne sait pas faire de l'intelligence artificielle embarquée, et notamment être capable d'accompagner l'utilisateur dans les services de mobilité de demain. C'est-à-dire que c'est le Graal de tous les constructeurs automobiles, d'aller vers les services de mobilité. On ne vend plus une voiture, on vend un service. On vous indique qu'il faut que vous passiez au garage, on vous indique que le pneu va être crevé et qu'il faudrait mettre celui-là, on vous indique plein de choses, etc. Donc ça, c'est le Graal de tous les constructeurs. Sauf qu'en donnant à Google cette partie-là, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied parce que demain, celui qui proposera les services, ce sera Google et Renault deviendra un fournisseur de second rang. Donc globalement, il sera l'acteur à qui Google dit « Tiens, il faut que tu répares la voiture de Madame Dupont ». Donc ça peut être un positionnement pour Renault, mais je pense que ce n'est pas stratégique parce que demain, ce qui va différencier tout le monde, et dans la ligne numéro 1 du plan stratégique Renault, il doit y avoir la servicisation et les services de mobilité, de se dire que toute cette partie-là est fournie par un tiers un peu envahissant, c'est gênant. Donc évidemment, ce n'est pas la seule stratégie de Renault. Évidemment, ils travaillent aussi sur une façon de se réapproprier à terme ces compétences. Évidemment, ils en ont sans doute besoin pour être très rapides. Et donc, de façon très basique, je dis que c'est une erreur, mais j'aurais peut-être fait la même. Mais en tout cas, ça illustre bien le risque qu'il y a à mettre des intermédiaires et à mettre surtout des composants qu'on ne maîtrise pas dans un service qui devient différenciant pour son client. Et ça, c'est vrai dans toutes les industries, dans tous les types de business. Tous ceux qui ont fait du business avec Amazon, je ne parle pas du cloud, je parle vraiment d'utiliser Amazon comme un distributeur, s'en mordu le doigt parce qu'ils ont perdu complètement la relation avec leurs clients, la connaissance de leurs clients, des envies de leurs clients, et ils sont devenus complètement captifs d'un portail. Pareil avec Google pour la publicité. Et donc, il y a un vrai sujet de se dire, est-ce que mon process est cœur de métier? Est-ce que c'est un différenciant clé? Et donc, est-ce que je peux y mettre un tiers sans le maîtriser complètement? Et pour moi, la réponse est non. Toutes les entreprises, qu'elles soient très industrielles, très historiques, très familiales, très capitalistiques, tout ce qu'on veut, elles doivent devenir un peu éditeurs logiciels et elles doivent être en maîtrise complète des composants algorithmiques qu'elle met dans le cœur de sa machine, parce que c'est ça son différenciant de demain. Voilà. Donc c'est un peu extrême comme position, mais c'est important de la partager. Et après, pour ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas cœur de métier, il faut quand même qu'il y ait des gens qui comprennent ce qui est mis en place, qui comprennent ce que ça fait et qui refusent de mettre en place des algorithmes dont on ne comprend pas le fonctionnement, parce que c'est pire que tout. C'est vous qui irez en prison l'année d'après s'il y a un problème majeur, et ce n'est pas celui qui a fourni le composant là-dedans. Voilà, donc c'est important de vraiment comprendre et d'éviter les boîtes noires. Questions, commentaires? Non. Il n'y a toujours pas de questions dans la salle?
Non, je ferai un petit commentaire aussi là-dessus parce qu'on parle beaucoup de services liés aux data. Donc nous, on accompagne beaucoup d'entreprises, hein, et toutes les entreprises veulent connecter leurs composants, leurs machines, leurs sous-ensembles. Mais quand vous prenez un composant qui va d'un sous-ensemble et de sous-ensemble dans une machine, qui va gérer va profiter du service au bout du compte? Je pense que ce n'est pas celui qui fait avec le composant. Donc il faut aussi arrêter de rêver, il faut regarder la valeur que ça apporte, valeur en termes d'approche par la valeur. Et puis après, ne pas s'exposer, parce que quand beaucoup de gens disent je vais faire de la télémaintenance ou je vais proposer de la télémaintenance sur une machine à 2 millions d'euros, à 1 million d'euros, c'est inquiétant. Ça veut dire que vous vendez une machine, il y a deux aspects, vous vendez une machine qui risque de tomber en panne. Et puis surtout, et on nous dit, ça évite d'envoyer quelqu'un sur place. Quand vous n'envoyez pas un opérateur sur place pour rencontrer le client qui a acheté une machine à 1 million d'euros, eh bien vous perdez le client au bout du compte parce que vous n'avez plus le contact. Voilà. Donc tous ces aspects-là font partie de la valeur. Donc il faut faire attention à ce qu'on met en place et pourquoi on le met en place. Je ne sais pas si tu veux commenter. Voilà. Toujours pas de questions. Alors on va finir à l'heure aujourd'hui. En plus, on n'est pas nombreux. Donc on a parlé de l'humain, enfin comment intégrer l'humain dans ce cadre-là. Ça va être compliqué quand même, hein, parce qu'on a toujours cette notion de suivi de ce que fait l'humain par rapport à la saisie qu'on lui demande. Donc comment vous appréhendez ça? En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est le challenge. Alors, il y a plusieurs niveaux, hein, sur l'impact humain de ces sujets data, et je mets dedans aussi la partie intelligence artificielle, IoT. C'est un espèce de tout. En fait, la data, ça va être un truc où on va demander des actions supplémentaires à pas mal d'opérateurs, pas mal d'acteurs en contact du client, quel que soit le sujet du contact. Et du coup, on va leur demander des tâches en plus. Si on veut y arriver, si on veut que ce soit efficace, il faut que leur manager leur demande ces tâches en plus. Il faut que lui-même soit évalué sur le fait de demander à ces gars de faire des tâches en plus, et que donc son PNL, statistiquement, il va baisser au début. C'est-à-dire qu'il va faire moins d'opérations pour le même revenu. Et donc ça, c'est pas bon, hein. Aujourd'hui, on a mis en place du lean à peu près partout. Donc on compte, on chronomètre, on minute chaque opération. Le fait de prendre du temps pour remplir un truc qui hypothétiquement va demain servir à générer de la valeur, pas beaucoup sont prêts à le faire. Donc c'est un vrai, je le dis, hein, c'est un vrai investissement, engagement de l'entreprise et quelque part un changement du système de management. On commence à voir des grandes entreprises qui mettent le sujet data dans les évaluations. C'est-à-dire que finalement, on commence à évaluer le nombre de projets qui ont été au bout sur la valorisation de la donnée. Et les managers commencent à évaluer leurs collaborateurs sur finalement est-ce qu'ils ont saisi la bonne donnée, est-ce qu'ils ont fait leur travail. Et leur travail, ça consiste à faire leur travail historique, plus à enrichir le patrimoine de l'entreprise, parce que ce patrimoine aura une valeur demain. Donc, c'est pas simple du tout, c'est des changements assez profonds, mais ça se fait. L'autre impact plus lourd, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Parce que finalement, une fois qu'on a cette donnée, l'idée, c'est quand même de changer les gestes métiers, comme je le disais tout à l'heure, et donc d'apporter des algorithmes qui vont faciliter l'activité du terrain, l'activité de l'opérateur. Donc des moteurs de recommandation qui vont lui permettre d'avoir des choix prédigérés, des aides à la compréhension de ce qu'attend un client, de ce qu'il faut lui dire, de comment il faut le traiter, etc. Parfois, on va pouvoir se passer d'un commercial parce qu'on va pouvoir directement pousser le bon produit au client, etc. Donc ça va changer quand même beaucoup de choses. Et ça, il y a des populations à qui ça fait peur, il y a des populations à qui ça donne envie, parce qu'ils se disent je me débarrasse de toutes mes tâches pénibles et je fais plus que de la tâche à valeur ajoutée. Typiquement, il y a beaucoup de conseillers bancaires qui se disent si seulement le robot pouvait me débarrasser de 90% des interactions stériles que j'ai avec mes clients et que moi je pouvais me concentrer sur le vrai conseil et la vraie empathie avec mes clients, je serais ravi. Donc il y en a beaucoup qui disent ça quand même. Et puis il y en a quelques-uns qui se disent non, moi je suis très content comme ça. Alors, je viens le matin, je suis une machine, j'ai des questions, j'y réponds pas ou j'y réponds à côté et ça me va bien. Voilà. Donc c'est une petite catégorie de la population, mais il faut la traiter parce qu'on peut pas faire sans. Et donc il y a un vrai sujet finalement sur est-ce que les gens sont prêts à travailler avec ces nouveaux copains
ces nouvelles aides que sont les robots, quels qu'ils soient. Donc on l'a vu dans la robotisation de l'industrie, hein, c'est pas simple, ça a des vrais impacts, etc. Il se trouve que l'IA, enfin l'intelligence artificielle, c'est un peu mieux perçu d'une façon générale que la robotisation. Et c'est mieux perçu, c'est marrant, mais dans les études, c'est mieux perçu parce que ça touche tout le monde. C'est-à-dire ça ne touche pas que les opérateurs sur la chaîne, mais ça touche le dirigeant, ça touche le comptable, ça touche l'assistante, ça touche le conseiller financier, ça touche le banquier. Alors ça fait plaisir à tout le monde. Donc ça touche tout le monde et du coup, ça fait un peu moins peur. En tout cas, les gens le comprennent mieux. Et par ailleurs, il y a quand même une envie, effectivement, de se débarrasser des tâches pénibles qui est majoritaire dans la majorité des populations concernées. Mais en tout cas, il faut traiter ce sujet de la peur parce que c'est pas qu'une peur, c'est parfois une incapacité. Quand vous avez été habitué pendant des années à faire des gestes répétitifs sans avoir à réfléchir et qu'on vous demande du jour au lendemain de devenir un acteur empathique, d'avoir des vraies discussions avec le client, de traiter des sujets plus complexes, etc., et c'est pas naturel pour tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde. Et du coup, il y a un vrai besoin de formation, d'accompagnement de ces transformations-là. Et là, aujourd'hui, j'ai pas vu une entreprise qui avait vraiment pris la mesure de cette déformation des métiers et de cette importance de former les gens à ces nouveaux compagnons IA. Je prends un exemple aussi. Si on prend un opérateur, on lui a demandé depuis des années de suivre les modes opératoires sans se poser de questions. Et donc tout son savoir-faire, il l'a mis de côté. Et pour l'instant, il ne cherche plus à l'intégrer. Et maintenant, on va lui demander de remonter de l'information comme il l'entend avec son savoir-faire. La transformation inverse, elle va être compliquée. Hein. Surtout qu'on a perdu pas mal. D'une façon générale, j'allais dire l'excellence opérationnelle dans les entreprises était absolument nécessaire et c'est une bonne chose qu'elle ait été faite, etc. pour la plupart. Mais elle a fait rentrer les hommes dans des postures de robots. Pas partout, pas toujours, etc. Et du coup, ça, c'est mortel, effectivement. C'est-à-dire que maintenant, il faut réapprendre à devenir des hommes. Alors moi, je trouve ça vachement intéressant, mais ça s'accompagne, quoi. Voilà. Nous, sur l'aspect humain et réorganisation, ce qu'on a plutôt apprécié, c'était de redéfinir les équipes, de devoir vraiment mélanger, faire une équipe précise sur un périmètre précis, à la fois des profils techniques et opérationnels, pour qu'ils puissent s'échanger et accepter aussi de part et d'autre de pouvoir monter en compétence dans les deux sens. Donc ça, c'est l'aspect humain qu'on a pu, au niveau management, imposer à ces personnes, acteurs des projets autour de la data. Oui. Oui, alors il y a plein. Le biais. Donc la question, c'est celle du biais algorithmique. Et effectivement, il y a différents types de biais. Il y a des biais qui sont juste des biais humains. Donc, si une entreprise qui a toujours recruté avait tendance à préférer les hommes que les femmes pour des raisons historiques souvent inconscientes, ou avait tendance à préférer les blancs que les noirs, etc., l'algorithme, il va apprendre sur cette habitude parce qu'il se dira, ceux qui réussissent dans cette entreprise, ceux qui ont été recrutés, c'était plutôt des blancs ou c'était plutôt des hommes. Du coup, l'algorithme, il est bête, il sait que reproduire ce qu'a fait l'homme avant, et du coup, il va systématiquement mieux scorer un homme qu'une femme. Voilà. Donc ça, c'est un vrai biais. Et puis après, il y a des biais effectivement liés à une donnée imparfaite. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la dérive des algorithmes, donc ce qui fait qu'un algorithme peut dériver en fonction de ce qu'on lui donne à manger. Donc il va avoir un comportement à un moment donné, et puis petit à petit, on va lui donner une donnée différente. Peut-être on va enrichir la donnée d'ailleurs. Parfois, on va rajouter des flux de données, type les parcours web des clients. Ça va donner une donnée beaucoup plus riche, mais qui fait que l'algorithme va plus se comporter aussi bien qu'il pourrait, parce que on ne l'aura pas entraîné sur cette hypothèse-là et avec ces données-là. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on constate. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que corriger un biais humain, on ne sait pas faire.
Voilà. Donc l'IA ne pourra pas nous aider là-dessus, il faut qu'on s'en saisisse nous-mêmes. Et par contre, sur la dérive, oui, il y a plein de choses qui existent sur la supervision des algorithmes, sur la supervision des données entrantes dans ces algorithmes. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui d'ailleurs se rendent compte que la plupart de leurs algorithmes développés un peu à la va-vite, soit tout seuls, soit par des startups, soit par des indépendants, etc., sont en train de dériver gentiment et de plus faire du tout ce qu'ils devraient faire. Et donc là, ils mettent en place effectivement, et ils professionnalisent le sujet tout simplement pour superviser effectivement. Et assez basiquement, ça consiste à réentraîner régulièrement le modèle sur des nouvelles données pour s'assurer que ça continue à répondre au mieux et puis de tester qu'on est bien dans une bonne réponse, effectivement. Mais voilà, corriger un biais humain, je ne l'ai jamais vu pour l'instant. Alors, il y a d'autres biais, pour rebondir sur ce que tu dis, qui est le biais lié au contexte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je prends le cas d'une machine, des gens qui font des machines de froid dans l'agroalimentaire. Ils connaissent parfaitement leur machine, ils savent la régler, ils veulent faire de l'IA pour faire de la maintenance ou de la maintenance prédictive. Ils s'appuient uniquement sur les paramètres de leur machine. Mais si vous rentrez dans un tunnel froid, un entrant agroalimentaire qui, au lieu d'être à 20 degrés, pour des raisons de rapidité dans le process, il rentre à 60 degrés, vous allez générer une erreur parce que vous ne prenez pas le contexte complet. Et ça, c'est un problème qu'on a sur la data. C'est que la data, elle doit être dans un contexte. Pour en faire une information utile, il faut qu'elle ait un contexte autour. Et nous, on le voit sur les algos, c'est très souvent le contexte qui est complètement oublié. Et du coup, effectivement, on a des données qui dérivent. D'autres questions? Sinon, on va s'arrêter. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.